On va parler du syndrome de l'instituteur chez les créateurs de contenu, les formateurs, les coachs, tous ceux qui basiquement enseignent leurs compétences. C'est un syndrome que j'ai régulièrement observé, que j'ai expérimenté, et il n'y avait pas de nom pour le définir. Donc, on va parler de ça, on va parler du problème du syndrome de l'instituteur, et dès que tu verras ce syndrome, dès que tu découvriras ce syndrome, tu pourras plus revenir en arrière, tu le verras partout. Et mon objectif, c'est que une fois que tu le vois, si tu le vis, que tu te remettes en question, parce que c'est pour moi une des raisons principales pour laquelle les entrepreneurs stagnent. En tout cas, les entrepreneurs digitaux, les infopreneurs. Alors, qu'est-ce que ce syndrome? Donc, je suppose que c'est une attitude déjà qui nous a été transmise par l'école, entre autres. On va voir que la cause derrière, pour moi, est plus profonde que ça. Donc déjà, comment on pourrait simplement définir le syndrome? Donc c'est très simple, c'est j'apprends X pour enseigner X. Donc, mettons que tu veux créer une formation. Tu dis, je vais créer une formation sur je sais pas, le storytelling, ou sur la vente, ou sur le tricot. Alors c'est plus dans les métiers intellectuels, tu vois, le tricot, ça va être, je le vois moins chez les artistes, par exemple, enfin je prends un guitariste ou je sais pas, moi j'étais DJ à l'époque, j'enseignais le DJing, où tu apprends, tu vois, des métiers enfin des métiers plus manuels, des thématiques plus manuelles, où là le formateur a une légitimité. Par contre, dans les métiers plus ce genre business en ligne, séduction, ce genre de choses, où c'est plus, il y a beaucoup de conseils intellectuels. Eh bien, on va observer ce syndrome et simplement c'est ok, je vais faire une formation, donc je vais consommer tout ce que je peux consommer sur le sujet et je vais packager ça dans une formation et l'enseigner. Et j'appelle ça le syndrome de l'instituteur parce que l'instituteur c'est celui qui enseigne les compétences. Un professeur, tu vois un professeur d'une université, les mecs qui t'enseignent le business, ils ont jamais lancé un business de leur vie. Donc c'est quand même enfin je veux dire, qui a envie d'apprendre de quelqu'un qui n'a jamais pratiqué? T'es à des kilomètres en dessus des nuages. Et le problème, c'est que, moi j'aime bien dire, un entrepreneur, il doit avoir la tête dans les nuages mais les pieds sur terre. T'as vu comme c'est joli. Donc, le problème, c'est que si toi-même tu apprends à penser, tu vois, il y a trois causes à ça, mais pourquoi déjà c'est un problème peut-être? Eh bien, le truc, c'est que, premièrement, le problème, c'est que l'inspiration, elle est à usage unique. Donc si tu tombes sur une idée, tu dis ah tiens, ça m'inspire, cette idée elle est bien, tu vois, ça c'est ce truc-là, ça peut être un axe, ça peut être un principe. Waouh, putain, ça c'est génial, tu le sens, on voit cette idée, on est naturellement curieux à propos de cette idée. Donc on peut, à ce moment-là, on a une motivation, on a une énergie de faire quelque chose de cette idée. Le problème, c'est que cette inspiration, elle est à usage unique. Dès que tu l'as employée, elle disparaît. Je me suis rendu compte de ça à l'époque où j'essaie d'installer un système de notes et je me dis, ok, chaque fois que j'ai une idée, je peux la classer et comme ça, quand j'en ai besoin, je peux m'en resservir. Donc, au-delà du fait que les notes sont très vite périmées, le problème, c'est que dès que j'avais noté l'idée, je ventilais l'idée, comme les psychanalystes appellent ça, je ventilais l'idée, et du coup, je ventilais la motivation qu'elle avait. Et cette idée n'avait plus d'emprise sur moi. Donc, j'avais plus l'envie de l'implémenter, d'y revenir ou quoi que ce soit. Donc, je la sortais de mon esprit, basiquement. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de l'effet Zeigarnik. L'effet Zeigarnik découvert par Bluma Zeigarnik, qui est cette fameuse anecdote, je sais pas si elle est vraie ou pas, mais elle était elle se faisait servir à table par des serveurs, et puis les serveurs se souvenaient de la tête de chaque personne, et puis Bluma sort du restaurant et elle a oublié son manteau. Elle revient et elle recroise son serveur qui avait une mémoire incroyable, donc il l'avait époustouflé, et le serveur était même pas capable de la reconnaître. Et là, elle lui pose la question, il dit, mais il y a quelques minutes, vous vous souveniez par cœur de ma commande et tout. Et là, il lui explique, il dit oui, c'est normal chez les serveurs. Tant que la commande n'est pas délivrée, on s'en souvient à l'instant même où le travail est fait, la mémoire se vide. Et c'est comme ça qu'elle a inventé le nom, donc l'effet Zeigarnik, qui fait que le cerveau, lui, dans sa mémoire de travail, il se souvient des choses importantes. Pour lui, il dit ok, si j'oublie ça, ça va être la merde. Par contre, si tu le notes à quelque part, ou si tu en fais quelque chose, dès que tu as traité l'idée, le cerveau se dit c'est bon, j'ai plus besoin de ça, donc je peux le mettre de côté, je peux l'oublier, c'est plus important. Et donc
il y a un effet cousin à celui-là, j'ai toujours du mal à le prononcer, c'est Lofsianskina Effect, qui, lui, détermine, donc, dès que tu as commencé quelque chose, tu as cette envie de revenir pour le terminer. Pense à un puzzle. Donc, si tu commences un puzzle, tu auras envie de le terminer juste pour l'envie de compléter le truc. Et ça te reste dans la tête tant que c'est pas terminé. Donc, c'est je pense, deux tendances qui sont connectées, qui viennent de la tendance à éviter l'incohérence, je suppose, entre autres. Et là où je veux en venir, c'est que quand tu as une belle idée, quand tu trouves une belle idée, tu as cette idée qui est dans ta tête, tu as l'effet Zeigarnik, et à l'instant où tu la notes à quelque part, à l'instant que tu en fais quelque chose, elle est en sécurité et ton cerveau l'oublie. Donc, si tu tombes sur une idée, et donc tu trouves cette idée, ok, maintenant je veux créer une formation avec cette idée-là, dès que tu la mets dans la formation, c'est bon, elle est traitée, j'en ai plus besoin, et il se passe quoi? Il se passe, donc tu as un mécanisme où tu vas aller chercher des nouvelles idées pour les enseigner. Donc trouver, partager, et il y a pas de passage par l'action, par l'implémentation, donc tu te retrouves 5 ans, 10 ans plus tard, à finalement pas vraiment avoir développé de vraies compétences, si ce n'est celle d'un archiviste ou d'un instituteur qui est de simplement partager ce qu'il a découvert d'un point de vue complètement intellectuel. Dans certains métiers, ça pose pas de problème parce qu'il y a des métiers qui sont purement intellectuels. Tu prends, je sais pas, la philosophie, où là on réfléchit sur nos idées et c'est purement de l'argumentaire. C'est très académique, hein, on va avoir tous les métiers académiques, donc ça c'est ok. Par contre, pour les métiers de l'entrepreneuriat, par exemple, c'est vraiment problématique parce que dans le mot entrepreneur, il y a entreprendre, d'accord, et entreprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place des actions. Donc l'entrepreneur qui fait que partager des idées, il entreprend pas vraiment, selon moi. Donc on pourrait dire qu'il crée du contenu, donc c'est quand même entreprendre. Mais le contenu qu'il crée, enfin je veux dire, t'expliques aux autres ce que toi-même t'as pas fait. Et je trouve ça un petit peu hypocrite. On est dans un milieu relativement hypocrite. Alors, la question n'est même pas morale ici, c'est pas ça l'important. Ce qui compte, c'est les résultats derrière. Donc, quelles sont les causes de ce syndrome? Pour moi, il y a 3 grandes causes majeures. La première, donc, c'est évidemment l'impatience des résultats. Donc, développer une expertise, ça prend des années. Tu vois, si je te dis pendant 5 ans, fais de la vente pendant 5 ans, trouve un job de vente pendant 5 ans, tu peux aller prospecter pour une entreprise, dans différentes autres entreprises pour vendre le bordel de ton entreprise. Non, moi je veux devenir entrepreneur. Oui, mais si tu veux développer la vente, le meilleur moyen c'est d'avoir un job de vente. Enfin, une entreprise, un business, c'est quoi? C'est basiquement 2 choses, c'est créer un produit et le vendre. Et tout ce qu'il y a autour, c'est pour amplifier ces 2 choses-là. Donc, déjà j'aime bien dire que l'entrepreneur qui n'aime pas vendre, enfin, petite parenthèse, c'est comme le soldat qui n'aime pas les armes, tu vois. Je veux dire, qu'est-ce que tu fous là? Donc, la vente est le nerf de la guerre. Créer quelque chose de qualité, vendre cette chose-là avec confiance. Et si t'as pas une de ces 2 qualités, il te manque une de ces 2 qualités. Donc, la plupart des business, c'est des gens qui veulent qui veulent refourguer leur merde sans avoir à la vendre. Je vais être complètement transparent là-dessus. Si tu regardes sur le business en ligne, c'est quoi? C'est comment vendre un truc que j'ai moi-même été piqué ailleurs parce que avec le syndrome de l'instituteur, donc je crée mon truc vite fait, je veux pas prendre trop d'énergie, en quelques heures je vais créer ma formation. Et comment je fais pour que les gens l'achètent mais j'ai pas envie de la vendre? Donc basiquement, tu arrives en mode je veux ni créer quelque chose de qualité, ni m'emmerder avec la vente. Donc les 2 piliers même du business, c'est les 2 choses que les gens cherchent à éviter. Et donc évidemment, il y a plein d'autres entrepreneurs autour qui ont très bien compris cette dynamique et qui vont te proposer de la vente douce, qui vont te proposer des jolis trucs, des machins, ils vont t'expliquer la semaine de 4 heures, c'est très joli, mais le business, c'est une guerre sans balles. Voilà, petite parenthèse fermée, c'est un petit peu direct, mais je pense que c'est vraiment important d'entendre ça. Bref. Donc le premier problème, l'impatience des résultats. Le deuxième problème, l'évitement de la douleur d'agir. Donc passer à l'action, ça requiert des efforts et dans un monde où le confort il est omniprésent, la majorité elle refusera le sacrifice. Voilà, donc pour la plupart des gens, si tu regardes la moyenne, c'est quoi? C'est des gens qui vivent de gratification en gratification. Et entre deux, il y a un travail qu'ils aiment pas faire, qu'ils se forcent à faire parce qu'ils ont besoin de gagner de l'argent. Et à l'instant où ils ont fini leur travail, eh bien ils revivent, ils sortent de ce boulot et ils sont en mode gratification. Donc il y a les obligations et la gratification. Basiquement, la plupart des gens vivent comme ça. Soit je suis obligé de faire un truc,
soit je donne la gratification. Donc si je suis pas obligé de faire un truc, je suis en train de regarder la télé, je suis en train de faire la fête, de faire des trucs qui sont légers parce que j'ai besoin de me détendre pour pouvoir continuer à faire les obligations le lendemain. Et c'est quand même assez triste. Et réussir à dépasser ça, c'est-à-dire je fais des choses qui sont douloureuses mais qui ont un sens. C'est ça l'intérêt. La différence, c'est le sens. Quand tu lances une entreprise, tu vas souffrir beaucoup plus qu'en tant que salarié. Le problème, c'est que avec ce mindset du salarié, que tu dis, ok, moi, je vais vivre la semaine de 4 heures, qu'est-ce qui se passe? Tu quittes ton job pour aller vers l'entrepreneuriat et qu'on t'a promis, et je sais, je suis tombé là-dedans, et dans ce piège, on te promet la semaine de 4 heures, on te promet les jolies petites fleurs, tu pourras voyager, machin. Et j'en ai rencontré, j'ai voyagé pas mal, notamment en Asie. Tu vas à Bali, en Indonésie, tu rencontres, tu sais, toutes ces gonzesses avec le tapis de yoga sous la main qui, en fait, ont un business derrière, c'est une catastrophe. Et elles passent leur journée, et je parle de ces femmes, il y a d'autres personnes, tu vois. Tous ceux qui, basiquement, sont plus intéressés par visiter le pays que faire avancer leur business, basiquement. Tu sais que les mecs, ils vivent à moitié de Pôle emploi et de l'autre moitié avec des trucs un peu chelous. Et je sais plus qui j'avais dit à Bali, Pôle emploi, c'est pas une crypto. Voilà. Donc, bref, parce qu'il avait dit qu'il vivait des crypto-monnaies. Donc le truc, c'est que t'as l'évitement, la douleur d'agir, et on est dans cette gratification. Et il y a, en fait, finalement, ce que je voulais dire, c'est que soit tu fais des choses difficiles parce que tu es obligé, soit tu es dans la gratification. Alors que l'entrepreneur, il fait des choses difficiles qui sont plus difficiles encore que le salariat, mais il le fait parce qu'il y a un sens derrière, parce qu'il est en train de construire quelque chose, parce qu'il est en train... Et souvent, c'est genre, créer un truc pour aider les autres, pour avoir un impact, et il sera rétribué généreusement en retour, mais il y a un vrai sens. Il dit, je suis en train de construire ma vie, et je suis en train de construire ma vie en améliorant celle des autres. Et dès que tu développes cette mentalité-là, de dire, je vais pas chercher les raccourcis, parce que je sais que le chemin, il est douloureux, je sais que le chemin, il est risqué, et j'agis, tu vois. Et cette action, forcément, c'est beaucoup plus difficile que juste de ramener sa tronche. Voilà, donc ça, c'est... La majorité refusera le sacrifice. Donc déjà, si tu es dans cette optique d'agir, tu fais déjà partie du top 5%, on va dire. D'accord ? Troisième et dernière cause du syndrome de l'instituteur, la peur de prendre des risques. Ça, c'est pas une mince affaire. Donc, pour maîtriser une compétence, tu dois choisir sur quoi te concentrer pendant des années. C'est pas certain que ce soit le bon chemin. Ça requiert d'avoir une foi. Et si tu prends la mauvaise décision, tu peux perdre des années, tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre ta réputation. Donc évidemment, après, moi, ce que j'aime bien faire dans ce cas de figure, c'est optimiser pour les compétences et les relations. Ça, c'est un petit filtre de Tim Ferriss. Où l'idée, elle est très intéressante, c'est de dire, même si je me plante sur mon projet, j'ai développé des compétences. Et ce qui compte, c'est ça. Parce que d'un côté, les compétences, et de l'autre côté, les opportunités. Et les opportunités que tu peux saisir dépendent directement de tes compétences et de tes relations. D'accord ? Donc, si tu as accès à des gens qui ont confiance en toi, qui ont certains talents, peuvent t'aider à saisir des nouvelles opportunités, et toi-même, tu as les compétences, tu peux saisir des opportunités qui sont pas accessibles aux autres. C'est pas une question... alors, l'argent, ça peut aider énormément, mais tu donnes de l'argent à quelqu'un qui n'a pas les compétences, on prend l'exemple des gagnants au loto, il s'endette plus qu'autre chose. Tu prends quelqu'un qui a des bonnes compétences et qui n'a pas d'argent, il va trouver les ressources, il va trouver les personnes capables de l'aider dans sa quête. Donc finalement, tu veux optimiser pour les compétences afin d'avoir accès aux bonnes opportunités. Parce que les vraies opportunités, elles sont accessibles à une fraction de la population. Non pas une population riche, mais une population compétente. Voilà. Donc optimise pour les compétences. Donc on a ces trois genres, je les répète, les trois causes: impatience des résultats, évitement de la douleur d'agir et la peur de prendre des risques. Quel est l'antidote au syndrome de l'instituteur? Parce que si tu m'écoutes toujours et tu comprends, tu dis ok, voilà, effectivement il y a quelque chose. Comment je fais pour sortir de ce syndrome? Il faut pas s'en vouloir parce que moi je suis passé par là, le premier. J'étais quelqu'un qui était énormément dans les théories. À l'époque, ça m'énervait parce que j'avais une vingtaine d'années. Et j'adorais lire, je lisais tout ce qu'il y avait sur le développement personnel, et je croyais tout ce qu'on me disait. Et je voulais, bien évidemment, j'avais plein d'idées dans la tête, des trucs qui avaient l'air extraordinaires que j'avais moi-même jamais implémentés, mais je tapais des théories chez mes amis, et c'était tout là, putain, arrête de lire tes bouquins, arrête avec tes théories. Et ça m'énervait parce que je dis, mais ils ont rien compris, en fait. Mais la vérité, c'est que c'est moi qui avais rien compris. Et c'est toujours plus facile d'accuser les autres que de s'accuser soi-même. Donc j'étais victime de ce truc-là. Et
Et voilà, et je veux dire, moi je le vois, enfin ça fait 13 ans, enfin ça fait 13 ans que je suis dans le business, ça fait depuis 2016 que je fais du consulting avec d'autres clients. Le truc que je constate systématiquement, parce que moi mon boulot maintenant, tu sais, je suis payé à la commission, donc ça veut dire que si j'ai pas de résultat pour mes clients, basiquement, bah, je vais mourir de faim, tu vois. Donc ce que je me rends compte, c'est que les gens qui ont des résultats, c'est avant tout des gens qui ont la compétence. Donc, quand je vois, là j'ai commencé avec un nouveau partenaire qui a une bonne compétence, peut-être qu'il m'écoute en ce moment, donc salut. Et, et j'ai encore pas demandé l'autorisation de parler de lui, donc pour l'instant je le mentionnerai pas, mais salut. Et donc du coup, il a une bonne compétence, une excellente compétence, que je mentionnerai non plus pas. Et je lui fais confiance. Et je sais que c'est quelqu'un qui sait travailler, et j'ai décidé de prendre le risque d'investir mon temps avec lui parce que je crois sincèrement qu'on peut faire quelque chose de super. Et parce qu'il, tu vois, il est en train de lancer un business, mais il a pas encore le business, mais il a la compétence. Je préfère quelqu'un qui n'a pas le business et la compétence que quelqu'un qui a déjà un business qui tourne et pas la compétence. Parce que s'il a la compétence, derrière il a un track record, il a des résultats, on peut s'en servir et ça devient facile de faire du marketing comme ça, et derrière il va pouvoir vraiment servir les gens. Donc je me rends compte, ceux qui ont des résultats en business, c'est ceux qui ont un track record, qui ont des résultats et pour qui ça fonctionne. Déjà sans le marketing. Donc, voilà. Donc quel est l'antidote je me perds un petit peu. Quel est l'antidote au syndrome de l'instituteur? Tu vas peut-être pas aimer. Moi-même, j'ai pas aimé. J'ai refusé cette idée pendant une décennie et je regrette de pas l'avoir implémentée plus tôt parce que finalement, c'est pas non plus aussi difficile qu'on le croit de développer ça. Donc, je vais commencer, on va rentrer directement dans le truc. L'entrepreneuriat est un jeu destiné aux plus courageux. Le courage. Ah, c'est chiant le courage. Hein. Qui est courageux? Pendant longtemps, je me suis considéré comme pas courageux. Et puis un jour, alors que je voyageais, j'avais déjà mon business et tout, donc je crois que c'était en 2017. Je sais plus qui m'a dit ça, mais ça m'a marqué. Il m'a dit, toi, t'es quelqu'un qui a beaucoup de courage, j'oserais pas faire ce que tu fais. Et moi, à ce moment-là, je me considérais comme pas courageux du tout. Tu sais, j'ai toujours été le poltron de service. Et on me dit ça, et tu sais, ça m'a fait un choc en mode, mais qu'est-ce qui vient me dire ça? Ça fait pas sens. Et plusieurs personnes ont commencé à me dire ce genre de truc-là. Je suis là, mais attends. Et je commence à faire une rétrospective de ma vie et je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Bon, bah, parce que, tu sais, on s'identifie toujours à des vieux trucs et j'ai lâché prise sur ce truc-là à ce moment-là. C'est, à l'école, j'étais celui, j'avais 15 ans, t'es en train de te faire réprimander par tous tes camarades. Enfin, c'est vraiment le vilain petit canard de la classe, celui qui a les fracs trop courts, qui fait 30 kilos de trop et qui a pas d'amis. Vraiment je veux dire, dans la cour de récréation, on est venu me demander si j'étais un garçon ou une fille, à l'époque où c'était pas encore à la mode de pouvoir choisir, et ça fait plutôt mal. Et donc j'étais réprimandé, je veux dire, le deuxième jour, ici en Suisse, il y a 6 années d'école primaire et 3 années d'école secondaire, donc quand tu arrives à l'école secondaire, tu arrives dans une plus grande ville, il y a plus de monde, bon, ça, c'est pas Paris, je veux dire, où j'habite, mais il y avait 3-4 000 élèves, un truc comme ça. Deuxième jour d'école, je sors pas bien et donc devant tous les élèves qui sont en train de rentrer à la maison, je pose une immense galette en plein milieu et j'avais genre 200 personnes autour de moi en train de me regarder vomir et il y en a un qui gueule, ah la jolie pizza de trottoir. Donc, pour te dire, tu vois l'ambiance un petit peu dans laquelle j'étais et j'étais vraiment le mec qui osait pas ramener sa gueule, qui était réprimandé et tout. Et puis, je dis voilà, mais je me suis forgé vraiment par rapport à ça et après, je regarde, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même pris une belle revanche, parce que je me suis mis donc, je suis devenu DJ, donc j'ai mixé dans les plus gros clubs de Suisse romande, dans des milliers de personnes, tous les week-ends. On avait monté une association d'animation. Passion d'animation, on a aussi mixé dans plusieurs milliers de personnes. Donc, il y avait aussi les risques financiers ici, on a fait tourner la boîte, etc. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé mon coaching de DJing, donc j'ai pris des risques à ce niveau-là. Ça a commencé à fonctionner c'était en 2015. Je suis parti voyager, 2017, seul, à l'autre bout du monde. Et depuis, je suis entrepreneur et je prends des décisions et de plus en plus risquées. Et je regarde rétrospectivement, je dis c'est vrai, j'ai quand même fait des choses que peu de monde ose faire. Pour moi, j'ai l'impression de ne pas avoir d'histoire à raconter, alors que quand je regarde rétrospectivement, je dis tiens, qui aime pas. Et pourtant, je suis le mec ultra réservé,
qui est tendance, enfin, pour moi, c'est vraiment le poltron de base, tu vois. C'est genre, tu prends la moyenne de courage des gens, je suis genre dans le top 5% des plus timides, des gens qui ont plus peur des choses, en fait. Donc, si ça a marché pour moi, ça peut marcher pour toi. Et donc, je vais t'expliquer dans un instant comment j'ai fait et comment j'ai compris ce que j'avais fait et puis comment là, en psychologie, on fait avec les gens qui ont peur. Et tu verras que c'est un petit blocage que tu peux défaire assez facilement si tu le veux. Donc, j'aimerais dire qu'on parle encore une fois souvent de l'intelligence d'Elon Musk. Elon Musk, intelligent, machin, innovant et tout. Mais il y a un truc qu'on mentionne jamais sur Elon Musk, que j'ai appris d'ailleurs récemment, c'est que Musk, il adore le risque. Et donc, il y a dans sa biographie qui est écrite par Walter Isaacson, qui a aussi écrit la biographie de Steve Jobs, donc je vais citer un passage, il nous dit « Elon s'est forgé une réputation d'être le plus intrépide. Quand ses cousins allaient au cinéma et que des gens faisaient du bruit, c'est lui qui allait leur dire de se taire, même s'ils étaient beaucoup plus grands. C'est un thème important pour lui de ne jamais laisser ses décisions être guidées par la peur, se souvient Peter. C'était déjà évident quand il était enfant. » Et ça, on en parle peu. Mais le courage, pour moi, est même plus important que l'intelligence. Je sais plus où j'ai entendu ça, mais le courage, c'est la vertu qui permet d'appliquer toutes les autres, et sans lui, toutes ces vertus ne servent à rien. Et je suis vraiment d'accord avec ça, c'est que si t'as pas le courage d'appliquer une vertu, demande aux gens, est-ce que vous êtes hypocrite? Non, je suis pas hypocrite. Est-ce que vous êtes courageux? Non, je suis pas courageux. Donc t'es hypocrite. Parce que c'est facile de dire la vérité quand tout le monde est d'accord. Mais si tout le monde est contre toi, et que d'un point de vue éthique, tu te sens moralement responsable de donner cette vérité-là, même si tu sais que ça va te desservir et ça peut vraiment avoir un gros impact, mais tu sais de manière intègre que c'est ça que tu dois faire, ça demande du courage. Ou alors, si tu n'as pas ce courage, tu vas être hypocrite, par définition. On est tous un peu hypocrites, on est tous à mentir, on est tous des faiblesses, c'est toujours sur un spectre, c'est pas oui ou non, c'est pas noir ou blanc. J'aimerais citer encore un deuxième, donc Robert Ringer, qui est un entrepreneur et un public speaker, dans son livre, un excellent bouquin qui s'appelle Winning Through Intimidation, donc gagner par l'intimidation. Il explique que la peur de la cause principale de l'échec, donc il nous dit les problèmes que la plupart des gens rencontrent pour atteindre leurs objectifs tournent autour du fait qu'ils se laissent constamment intimider. Les résultats qu'une personne obtient sont inversement proportionnels au degré auquel elle est intimidée. C'est super intéressant. Ça veut dire que un conseil n'est valable que si tu as le courage de l'appliquer. D'accord ? Voilà, donc ça c'est pour la mauvaise nouvelle. C'est que c'est les plus courageux qui sont capables de prendre la plus grosse part du gâteau. Et ça a toujours été comme ça. Tu sais, il y a ce truc, on dit souvent, ne maltraitez pas les geeks à l'école parce que vous risquez de travailler pour eux. C'est pas tout à fait vrai, dans le sens où ceux qui obtiennent la plus grosse part du gâteau, c'est ceux qui osent le plus. Donc ça veut dire que si le geek n'arrive pas à vaincre sa timidité, n'arrive pas à vaincre sa peur, parce qu'en fait il se fait pas taper dessus à l'école parce qu'il est geek, il se fait taper dessus à l'école parce qu'il manque d'assurance. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et donc s'il n'arrive pas à vaincre ce manque d'assurance, bah c'est lui qui travaillera pour celui qui l'a frappé. C'est dingue, d'accord, mais je veux dire, le mec qui est généralement le plus violent, ou qui est pas violent, mais enfin, je parle pas des pauvres types qui finissent alcooliques dans la rue, mais ceux qui ont une agressivité, qu'ils arrivent à diriger cette agressivité, c'est ceux-là qui prennent la plus grosse part du gâteau. Voilà. Donc c'est savoir être dangereux. On est dans une période où il y a toute une propagande de merde sur la masculinité toxique et ce genre de trucs que je suis vraiment, pour moi c'est cancérigène, ce qui est toxique, c'est cette pensée, parce que en tant qu'homme, même en tant que femme, si tu te lances dans le business, tu veux apprendre à être dangereux. L'agressivité est une qualité si elle est dirigée correctement. Ça, c'est un truc qui est extrêmement important à comprendre. Je veux dire, en tant qu'homme, si par exemple t'as une famille, t'as quelqu'un qui rentre chez toi et qui agresse ta femme et tes enfants, et que tu vas te cacher dans les chiottes pendant qu'elle est en train de se faire défoncer la tronche, est-ce que c'est noble ? Non, être capable d'agresser l'agresseur pour protéger ta famille, ça c'est noble, ça c'est vertueux. Et ça requiert d'être dangereux, ça requiert d'avoir de la force d'esprit mentale et physique pour te mettre en travers de ça. Par contre, le mec qui est juste dangereux et qui arrive pas à diriger cette colère, ça c'est pas de la masculinité. D'ailleurs, faut arrêter d'appeler ces gens toxiques comme faut arrêter d'appeler ça de la masculinité toxique, parce que ces gens-là sont fiers d'être toxiques en fait. Il faut dire que c'est anti-masculin
Parce que la masculinité, c'est la protection. Bref, je vais pas rentrer dans tout un débat là-dessus, mais devenir dangereux, c'est intimider les autres. C'est toi qui deviens le challenge pour les autres. Je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à vendre au téléphone. Au début, j'avais peur parce que la timidité et tout ça. Aujourd'hui, c'est normal. Je prends le téléphone, je discute, je rigole, et je me rends compte que la personne en face de moi, elle est intimidée. J'avais la même chose avec la musique quand donc j'avais un soir, c'était une soirée à peu près 1000 personnes, et puis c'était le petit nouvel an. Je sais plus quelle année, mais genre ça fait 2010, un truc comme ça. Et j'avais découvert un DJ qui mixait au petit nouvel an pour devant 200-300 personnes, et alors il avait pas une technique extraordinaire, mais il était très bon pour mettre l'ambiance. J'ai dit, ok, lui, ça m'intéresse on l'ait dans notre animation pour faire les warm-up, donc l'introduction. Donc on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et on se retrouve avant la soirée, donc les gens attendaient dehors, il y avait la queue déjà, et donc on a fini l'installation, on était en platine, et puis on discutait, on se marrait, on buvait une petite bière avant de démarrer. Et il vient vers moi, et il me fait, mais putain, mais comment tu fais pour être aussi détendu? Et là, je me rends compte que le mec, il est complètement tétanisé. Puis, tu sais, dans ma tête, j'avais même pas tilté. Parce que pour moi, c'était normal, d'accord? Et pourtant, cette personne, enfin, je suis pas mieux qu'elle ou quoi que ce soit. C'est juste que dans ce contexte-là, j'avais l'habitude. Et donc, c'est là où je veux en venir, c'est que tu peux développer ce courage. Le courage, c'est un muscle. Si on compare ça au fitness, comme on compare souvent ça au fitness, c'est la même chose, parce que c'est un principe d'antifragilité. Donc, plus tu stresses le système, plus il se renforce. Donc, au fitness, tu soulèves des poids pour renforcer tes muscles. Le truc, c'est que tu veux te muscler intelligemment, d'accord? Tu vas pas commencer avec 200 kg au squat, parce que là, ça va faire mal. Avec le courage, c'est pareil. Tu vois, moi, pendant longtemps, j'ai pensé que, en fait, sortir de ma zone de confort, c'est sortir de ma zone de confort, j'imaginais immédiatement passer en mode héros, tu sais, et je prenais le pire scénario, genre, si je dois sortir de ma zone de confort, c'est faire cette exacte chose qui me terrifie. Je vais prendre mon petit exemple personnel de la vente high ticket au téléphone. Je sais que ça fait peur à beaucoup de monde. Donc, je suis là, et je m'imagine vendre des produits chers, et j'étais tétanisé, et je passais pas à l'action. Alors que, en réalité, comment j'ai fait? Tout simplement, je dis, on va déjà aller étape par étape. La première chose, c'est d'inviter des gens de mon audience à discuter avec moi au téléphone sans aucun autre objectif que d'avoir une discussion sympa, et si je peux les aider un petit peu, c'est cool, et du coup, je connecte, j'apprends à connaître mon audience, et eux, ils peuvent avoir contact avec moi, ça crée de l'engagement, donc c'est de toute façon gagnant-gagnant. Et j'ai fait ça avec une vingtaine de personnes, et je me suis rendu compte que j'étais toujours face à des gens super intéressants, des gens qui me connaissaient déjà, et donc du coup, tu sais, c'est agréable parce qu'ils ont une certaine admiration pour toi. Si quelqu'un qui te suit, c'est quelqu'un qui a une certaine admiration pour toi, pour tes pensées, pour ta façon de voir les choses, pour tes valeurs, pour différentes raisons. Et donc, s'ils acceptent ce genre d'appel, c'est que déjà, ils t'ont prévalidé. Et je me suis rendu compte de ce truc. Et donc, du coup, ça m'a mis à l'aise. Parce qu'imagine, t'arrives à une soirée où tout le monde attend plus que de te voir arriver. Ça détend quand même pas mal, mais en mode, tout le monde a envie de parler avec toi, tout le monde t'adore. Tu vois ce que je veux dire? Une petite soirée comme ça où tu peux pas te faire rejeter de base parce que les gens t'aiment déjà vraiment un point. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était cette petite ambiance-là. Et mieux, je commence à me rendre compte que c'est eux qui sont intimidés à m'avoir au téléphone parce que quand t'as une audience, les gens qui te suivent, facilement, ils te mettent sur un piédestal. C'est pas toujours le cas. Là, je bosse avec des entrepreneurs plus avancés. J'ai plus cette sensation-là que ces entrepreneurs-là parce que ils ont l'habitude du jeu, de discuter avec des gens, donc c'est plus pareil. Mais quand c'est des gens plus débutants, ils sont vite facilement intimidés. D'ailleurs, on revient sur ce que je disais avant, sur la quantité d'intimidation. Tu vois, donc tu peux rien qu'en discutant avec quelqu'un, tu peux sentir à quel point il est intimidé par le truc, et donc du coup, ça va permettre d'évaluer déjà passablement à quel est son potentiel et sur quoi il faut travailler. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par juste parler avec des gens comme ça de mon audience, et puis ensuite j'ai dit tiens, je vais vendre un petit produit à 100-200 balles, et puis voilà, donc avec une grosse garantie du genre. Ça, c'était même avant les $100 million offer de Hormozy. C'est un truc, je le répète depuis des années, mais bon, bref. Vendre un service, je sais plus, 200 balles, un truc comme ça, et je dis voilà, tu me payes seulement si tu es satisfait. D'accord, c'est un truc que je propose toujours dans certains cas de figure. Et en gros, je fais le boulot, je me fais arnaquer, même pour 200 balles, je me fais arnaquer. Le truc, c'est ça, c'est que si t'as peur de vendre, c'est parce que t'as l'impression que tu en demandes plus que ce que tu peux offrir. Donc t'as un syndrome de l'imposteur. Et si tu retournes le truc en mode, c'est moi qui me fais arnaquer, tout d'un coup,
c'est plus de la peur, c'est de l'ennui. Et donc à ce moment-là, tu dis ok, bah je vais bosser tout ça pour gagner 200 balles et c'est même pas sûr qu'ils me payent. Donc là, t'as pas peur de le vendre. Donc du coup, t'es en mode zéro fuck vibe, tu sais, genre en mode j'en ai rien à foutre si je te le vends pas parce que de toute façon, il y a une chance sur deux que tu me payes et c'est un montant dérisoire. Donc du coup, t'es plus du tout en mode, tu vois, et du coup, t'es dans le bon état d'esprit. Et après, tu peux progressivement tendre le truc en mode bah je vais vendre un truc à 500 balles puis à 1000 balles et tu vois là aujourd'hui je close des deals de 2 à 3000 balles pour quelques heures par email en 3 phrases. Et dis c'est ça et si ça t'intéresse pas bah c'est ok. Au téléphone la même chose, je peux closer un deal à 10 000 balles sans problème, tu vois. Donc parce que à un moment donné, t'as tellement tendu le truc que t'arrives dans une zone où bon, y a toujours un palier en dessus, mais t'arrives à un moment donné où tu te détaches complètement du montant. Voilà, donc j'ai envie de dire que ce sont pour être un petit peu philosophique, ce sont les petites actions qui font les grands hommes ou les grandes femmes. Et on sous-estime ces petites actions, tu vois, parce que c'est pensé noir ou blanc, c'est genre, ok, bonne résolution de l'année, et je passe en mode blitzkrieg, et je mets tous les efforts possibles, genre je vais m'entraîner 40 heures par semaine, je mange 3 carottes dans l'année, et puis voilà, tu vois, ça fait pas sens, et au bout de 3 jours, t'as abandonné. Parce qu'on voit noir ou blanc, la même chose, sortir de sa zone de confort égale aller battre le dragon, tu vois. Non, il y a des étapes intermédiaires, et si t'es trop intimidé par l'étape, bah réduis l'étape, tu vois, en musculation, tu commences avec 200 kilos au squat, on appelle ça l'ego lifting. Enfin, genre, si tu veux juste soulever plus lourd pour montrer que tu peux soulever plus lourd, c'est de l'ego lifting. C'est comme ça que tu te blesses. On pourrait appeler avec le courage le fait de sortir de ta zone de confort de manière trop radicale, on pourrait appeler ça l'ego risking. Voilà, petit terme juste pour que tu te souviennes de l'idée. Mais il y a des étapes intermédiaires. Je me rappelle, à l'époque, j'étais encore jeune, j'étais mineur, et je cherchais un job, un apprentissage, et j'étais terrorisé à l'idée d'avoir un entretien. C'est le truc, ça me faisait transpirer. Et donc, du coup, ça me faisait procrastiner. Alors, je me suis dit, tiens, je vais déjà rédiger la lettre. Je vais rédiger mon CV. On verra demain la suite. Le lendemain, je me suis réveillé, je dis, ok, bah maintenant, je vais juste lister les 20 entreprises à qui je peux envoyer ce CV. Juste les mails. Et après, le lendemain, je dis, ok, bah maintenant, je peux rédiger le brouillon des mails, mais pas les envoyer. Et le lendemain, j'ai là, ok, bon, j'envoie les mails. C'est vraiment, j'avais besoin. Mais tu vois, tu vas étape par étape, c'est mieux que rien foutre, d'accord? Et j'arrive et je fais envoyer sans réfléchir. Et je me dis, de toute façon, je peux toujours refuser. S'ils me téléphonent, et la plupart du temps, ils ne téléphoneront pas, mais je peux toujours refuser. Et j'ai continué ce même manège. Et d'un coup, j'ai eu un entretien. Alors là, à ce moment-là, c'est l'étape qui fait peur. Mais t'es face au truc et tu y vas, et tu le fais, et tu te rends compte, c'est pas si terrible. Aujourd'hui, j'ai un entretien d'embauche. Si j'avais un entretien d'embauche, ça m'inquiéterait pas, parce que j'ai de la négociation, ce genre de choses, j'ai l'habitude au quotidien, tu vois. Donc, l'intimidation. Et donc, c'est vraiment lié au sujet initial du syndrome de l'instituteur. Alors, je dis pas que les instituteurs, ils ont ce syndrome-là, mais c'est un syndrome pour qualifier le fait tout ce qu'on a parlé. Et le truc, c'est qu'on a tendance à aller chercher des solutions directes. Tu sais, genre, j'arrive pas à vendre, alors il me faut une formation en vente. Non, peut-être que t'as un autre problème derrière, il y a une cause plus profonde. Tu vois, c'est pas parce que t'as mal au cou qu'il te faut une pastille pour la gorge. Peut-être que t'as je sais pas, une pneumonie ou j'en sais rien, d'accord? Ou Covid. Donc du coup, il y a ce truc de trouver la cause. Et là, si on refait le chemin arrière, donc est-ce que le manque de courage crée le syndrome de l'instituteur? Donc on se rend compte que si tu n'as pas le courage, bah tu peux pas implémenter patiemment parce qu'il faut oser attendre et croire que le truc va arriver, avoir la foi. Il faut le courage pour oser affronter la douleur de ses échecs et de ses faiblesses, il y a des douleurs, il faut oser les affronter. Et enfin, il faut le courage pour embrasser la peur des risques. Donc on a les 3 causes qui sont effectivement liées au courage. Et donc augmenter ton courage, c'est ce qui permet tout ça. Et j'ai envie de dire que la différence entre l'intellectuel qui se noie dans les conseils, qui surintellectualise, qui est en anxiété, qui essaie de rassembler plus d'informations pour être prêt à agir, celui-là, c'est celui qui en fait refuse de développer son courage. Et t'as de l'autre côté l'entrepreneur, lui qui se sert des conseils, d'accord? Donc il y a l'intellectuel se noie dans les conseils, l'entrepreneur s'en sert. La différence, c'est le courage. Donc ne perds pas comme moi une décennie à accepter cette idée-là.
commence à muscler ton courage, c'est rigolo, vois ça comme un jeu, trouve le petit truc qui te met légèrement inconfortable, fais-le tous les jours, et dès que tu sens que ça devient ennuyeux, tu prends l'étape suivante et tu crées ta nouvelle normalité. Ça sert à rien de lire 1 million de bouquins. Finalement, c'est le plus important, c'est de muscler le courage. C'est bien plus important que tout ce que tu connais sur le business. Voilà, je te souhaite une magnifique journée. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de ton choix. Ça peut être sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Amazon ou sur Spotify. J'ai aussi une liste email damienp.com. Je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve dans un prochain épisode. Salut.